On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission très politique aujourd'hui. On va vous parler de la rentrée parlementaire de nos députés à l'Assemblée nationale à Québec. En même temps, c'est le bilan de l'an 1 du gouvernement du Parti québécois. Donc, entrevue aujourd'hui avec Dave Turcotte, qui est député du comté de Saint-Jean, mais aussi la députée d'Iberville, Marie Bouillé. Évidemment, dans quelques semaines, ça sera la rentrée parlementaire du côté de l'Assemblée nationale à Québec. Et aussi, là, c'est le début des commissions parlementaires et tout ça. Bref, on essaie toujours en début de saison d'accrocher nos députés parce que comme on produit principalement le mardi soir, c'est parfois difficile de les avoir en cours de saison. Mais là, elle est avec nous, c'est Marie Bouillé, la députée d'Iberville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Mais là, on vous prend aussi comme en deux affaires, là, parce que là, vous êtes fraîchement débarqué de l'avion. Tout de suite après l'entrevue ici, vous montez à Québec parce que vous avez des obligations demain matin. D'abord, avez-vous passé un bel été? J'ai passé un très bel été dans la circonscription. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'étais chez nous. Ça m'a fait beaucoup de bien. La dernière fois qu'on s'est vu, vous aviez des cheveux. En fait, vous aviez plus de cheveux. Vous avez participé donc au défi Tête rasée de l'UQAM. On ne s'est pas revu depuis ce temps-là. J'ai vu quelques photos passer. C'était quoi? Premièrement, vous avez ramassé combien d'argent? Au-dessus de 17 000 qui reste pour les enfants atteints de cancer et les familles de la Montérégie. C'est important de le dire. Je l'ai fait pour les familles de la Montérégie. Donc, en plus, j'ai offert mes cheveux pour faire une perruque pour une petite fille du coin. Parce qu'il était suffisamment long pour ça. C'est ça, une longueur, oui, mais les miens étaient assez abondants et assez long pour ça, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à embarquer là-dedans? Parce que je sais, et surtout pour les femmes, parfois, c'est un peu plus difficile, l'apparence et tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de dire, bon, j'y vais, là, tête première? C'était mûrement réfléchi. Ça faisait des années que je voulais le faire. Je n'ai personne, pour clarifier les choses, je n'ai personne dans mon entourage qui a le cancer, dans les enfants ou qui que ce soit. Et moi-même, je ne suis pas malade, là, donc je peux rassurer tout le monde. Je l'ai fait vraiment par altruisme, parce que moi, les enfants, c'est une cause qui... Un enfant qui est malade ou démuni, pour moi, ça va toujours me rejoindre depuis que je suis toute petite. Donc, je l'ai vraiment fait par altruisme pour aider la population du coin. Oui. Est-ce que c'est un choc surtout que vous aviez beaucoup de cheveux, là, oui, quand on se ramasse là, le coco rasé, puis là, c'est en train de repousser. Donc, comment vous avez vécu ça? Bien, l'après coco rasé, tête rasée, a été, je dirais, un peu difficile. C'est-à-dire que là, fin juin, juillet, je trouvais que ça repoussait pas vite. En même temps, je me dis, c'est le vécu de toutes les personnes qui sont atteintes du cancer puis que les traitements font en sorte qu'ils perdent leurs cheveux. Donc, je me dis, regarde, moi là, j'ai pas le cancer et il y a plein de gens qui vivent ça et de façon beaucoup plus grave que moi. Donc, je me réconfortais dans ce temps-là. Mais une chose, j'ai eu du service. Dès que je rentrais à quelque part, le monde... Madame, est-ce qu'on peut vous aider? C'était tout de suite comme, elle doit être malade et... Je le disais tantôt en introduction, donc vous êtes fraîchement débarqué de l'avion parce que vous arrivez de Johannesburg, en Afrique du Sud. Quelle était la raison de ce voyage? J'étais en mission avec le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, et des députés, la vice-présidente de l'Assemblée nationale aussi, Carole Poirier. Nous étions à la conférence des parlementaires du Commonwealth, donc près de 5000 parlementaires qui étaient réunis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Des pays... un ensemble de parlementaires des différents pays du Commonwealth qui se réunissaient une fois par année. Et j'ai eu cette chance-là cette année. J'ai eu la chance de participer activement à la réunion des femmes parlementaires. Il y a l'élection d'une nouvelle présidente de l'Ouganda et aussi de faire des liens avec différentes députés ou différents députés, dont ceux de l'Écosse qui s'en vont en référendum pour l'indépendance l'année prochaine en Écosse. Parce que certains diront une députée souverainiste qui va dans un événement du Commonwealth qui est présidé par la reine elle-même. Certains y verront peut-être certaines contradictions. Certains peuvent y voir une contradiction, d'autres peuvent y voir une grande ouverture à la fois du Parti québécois, mais aussi de ma part, dans le sens de beaucoup de respect envers tous ceux et celles qui sont des élus, peu importe dans le monde. Et il y avait aussi une délégation canadienne présidée par une sénatrice de l'Alberta. Donc,
Pour moi, c'est une question de respect, c'est une question d'échange, d'alliance aussi. C'est important quand on est parlementaire, surtout dans un projet de pays comme le Parti québécois veut le faire, d'avoir des alliances avec des gens d'autres gouvernements. Mais ça, c'est un peu mon autre question, parce que pour le contribuable moyen qui voit des députés voyager, puis tout ça, puis on le sait, ça engendre des frais. Oui, tout à fait. Est-ce que ça vaut l'investissement, le coût que ça va évidemment coûter aux contribuables québécois pour vous, M. Chagnon, etc.? Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être présent dans ce genre d'événement-là? Ça, je pense que moi, je vous dirais oui. Maintenant, c'est à la population aussi à juger. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas intérêt à se refermer et se replier sur soi-même. Actuellement, avec tout ce qui est l'altermondialisation, avec les échanges, il faut absolument que, comme gouvernement, on soit présent dans le monde. Il y a différents moyens. Les missions parlementaires qui sont des missions de l'Assemblée nationale et non pas du gouvernement. C'est important de le dire. C'est sur le budget de l'Assemblée nationale. Ces missions-là sont vraiment pour consolider les liens avec d'autres parlementaires de d'autres pays. Donc, c'est pas le gouvernement ou Mme Marois qui m'a envoyé, c'est l'Assemblée nationale. Donc, l'ensemble des parlementaires qui m'ont délégué là. Et je veux juste rajouter que dans beaucoup de pays, ça fait 100 ans que le Commonwealth existe. C'était avant tout pour les colonies de l'Empire britannique à l'époque, pour consolider. Mais parmi ces pays-là, énormément de pays sont devenus des républiques depuis le temps. Donc, ce sont des pays indépendants, mais qui continuent à participer aux activités du Commonwealth pour toutes sortes de raisons, mais principalement politiques. Bon, évidemment, au moment d'enregistrer cette entrevue, nous sommes mardi le 10 septembre, donc plus tôt dans la journée, c'était votre collègue Drainville qui faisait le dépôt de la Charte des valeurs québécoises. Est-ce que c'est ça qui va teinter l'agenda politique du Parti québécois jusqu'à la prochaine élection? Je ne crois pas. Ce qui va teinter notre action, c'est vraiment l'économie et les emplois. C'est sûr qu'aujourd'hui, comme ça a été annoncé, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de dépôt comme tel, le projet de loi suivra, mais sous question, ça a été le sujet du jour, disons, mais est-ce aujourd'hui. que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a des problèmes à ce point dans notre société où on doit se munir d'une charte des valeurs québécoises? Il y a d'autres pays qui l'ont déjà. J'ai vérifié, il y a certains pays, comme la Turquie, qui est à 99% musulmane, mais ils ont une charte des valeurs qui doit être respectée par tout l'appareil gouvernemental. Donc, puis là, je donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a eu des excès. On l'a vécu dans les dernières années où les règles n'étaient pas claires et où on ne savait pas trop comment composer. C'était à la pièce, sans balise. Le gouvernement précédent a refusé, même après Bouchard-Taylor, qui était une très grande opération et de consultation, de procéder à quoi que ce soit, de débattre de cette question-là. Ce qui est bien triste parce que ça n'a pas avancé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que nous, comme gouvernement, on a le courage de présenter des principes qui pourraient être ce que sont les valeurs québécoises et d'entamer de façon très démocratique et avec un ton très modéré, je pense, et j'espère que ça va continuer comme ça, à discuter. Et on consulte, on va consulter donc la population, et c'est la population qui décidera. Quels sont les enjeux locaux pour la prochaine session parlementaire? Je veux juste vous dire, Éric, je m'excuse de vous interrompre, mais René Lévesque, quand il a créé le Parti québécois, il a dit que ça serait l'accession à l'indépendance serait un processus démocratique au Québec et ça se ferait de façon modérée et calme. Il a toujours cru, les gens du Parti québécois y ont toujours cru et c'est, je pense, juste dans notre culture au Parti québécois d'aller vers ça. Donc, si on ne consultait pas, on se le ferait reprocher. Si on ne faisait rien, on se le ferait reprocher. Là, on a le courage de le mettre sur la place publique. Et Je reviens le à bilan ma question. maintenant. Oui. Le bilan, et en fait, quels sont les principaux enjeux d'ici? Parce que, dans le fond, il y a toujours un risque d'avoir une élection. Vous êtes minoritaire, donc ça peut être en décembre, ça peut être au printemps. Bref, c'est quoi les enjeux cet automne? C'est quoi les enjeux cet automne? Ah, on y va sur les enjeux. Moi, personnellement, j'ai un enjeu très important qui est d'avoir des médecins dans la circonscription d'Iberville. On est vraiment, je ne sais pas si vous avez vu dans le Journal de Montréal, il y a quelque temps, il y avait une carte géographique qui montrait où étaient les groupes de médecine familiale et il y avait un trou dans Iberville. À part, on a 2 GMF qui ne fonctionnent pas complètement sur un territoire où il y a
en tout cas autour de 70 000 de population, 75 000, c'est inacceptable. On est vraiment dans un désert au niveau d'Iberville. Donc ça, c'est une priorité. Pour moi, je ne lâcherai pas et je sais qu'il y a des gens qui sont opposés à ce que je fasse ces démarches-là, mais moi, je ne lâcherai pas tant et aussi longtemps. La population d'Iberville a besoin de médecins sur place. Au niveau du bilan, quel est l'élément marquant de la dernière année dans Iberville? L'élément marquant, je pense, c'est une nouvelle école à Marieville, l'école de Mont-Noir, qui devait être prête pour la rentrée s'il n'y avait pas eu la grève de la construction. Mais déjà, quand même, c'est quand même organisé. J'ai très, très hâte que l'école soit inaugurée. Ça va être une très belle école, la deuxième école primaire à Marieville. Et ça, je considère que c'était essentiel et je l'ai obtenu. Donc, c'est peut-être la chose la plus importante. Il y a eu plein d'autres choses, là, mais moi, l'école, bon, il y a une maternelle 4 ans à Saint-Georges-de-Clarenceville. C'est complet. Le groupe est commencé. Ça, je suis très fière de ça. Tout ce qui touche au niveau de l'éducation, au niveau des routes, on a eu, bon, il y a la 35. La 35 c'est la tradition entre nous deux de se parler de la 35. D'autant qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de faire un vol de Montgolfière et d'ailleurs, on vous ai ouvert la porte là, ce soir. Et on a survolé Saint-Alexandre. Oui. Et j'ai été grandement surpris de voir l'ampleur des travaux achevés. Oui, oui. Parce que du Haut-des-Airs, je voyais l'autoroute jusqu'à Saint-Sébastien, jusqu'à la 133. Ah, oui. Mais qu'est-ce qui manque? Bien, il manque, il reste, actuellement, il y a un pont qui va permettre l'accès de la 227, d'enjamber l'autoroute 35. Ça, c'est à faire. C'est l'élément manquant, là. Il reste ça. Puis là, il y a différentes couches de pavage entre Saint-Jean. Il reste des zones où il y a les dernières couches de pavage à Mais faire. c'est dû à quoi? C'est des lenteurs administratives? À quoi? Non, il n'y a pas vraiment. C'était prévu comme ça, là. Bien, c'est sûr que le projet a été décalé à un moment donné. Bon, parce qu'il y a eu certains délais, là, je ne veux pas rembarquer là-dedans, là, l'échangeur de Saint-Alexandre, etc. Après ça, il faut marquer la chaussée, il nous reste, il y a l'aménagement d'une intersection à Saint-Alexandre parce que l'échangeur ne sera pas prêt. Mais dans le meilleur des mondes, le MTQ nous donne pas comme... Ouverture fin 2014, ça, c'est toujours comme ça, là. Donc, fin 2014... Oui. Pour la portion qui va de Saint-Jean jusqu'à 25 km, oui, c'est ça, tout à fait. Bien, jusqu'à Saint-Sébastien. À peu près, oui. Saint-Sébastien. Le reste des travaux jusqu'à la frontière se font actuellement, mais on est dans les expropriations. C'est pas simple, les expropriations. Il y a un pont important qui doit être construit avec... Donc, actuellement, c'est les avant-projets qui se font avec 3 firmes d'ingénierie qui ont passé le test de l'AMF, semble-t-il. Donc, je n'ai pas personnellement vérifié, mais bon. Et puis, donc, il y a tout ça qui est en marche. Et pour fin 2014, on va être là. Ouais. Donc, on va vous souhaiter une bonne rentrée parlementaire, Mme Bouillet. Merci beaucoup. Moi, c'est déjà commencé depuis la mi-mai en commission. Merci. Reste avec nous. Coupez ça, c'est pas la mi-mai. Ah, c'est quoi? C'est mi-septembre. Mi-août, mi-ans. Je suis sur le décalage. Non, le mois de mai, ça, c'est quand on vous a coupé les cheveux. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Je suis sur le décalage horaire. Restez des nôtres, puisqu'au retour, on reçoit le collègue de Mme Bouillet du côté de Saint-Jean, Dave Turcotte. L'automne, c'est la rentrée scolaire, c'est des élections municipales à venir, mais c'est aussi la rentrée parlementaire, notamment à Québec, où, il faut le rappeler, on est toujours en situation de gouvernement minoritaire. Donc, le gouvernement a célébré d'ailleurs son premier anniversaire. Nos députés vont réintégrer l'Assemblée nationale dans quelques jours, quelques semaines, ou peut-être déjà s'il y a des commissions parlementaires. Avec nous, le député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avez-vous passé un bon été? Un très bon été, oui. Les gens, d'ailleurs, ont pu me suivre sur Facebook. Et vous avez fait quoi pendant l'été?
Ah, ben là, j'ai pris un peu de vacances, c'est important, mais j'ai profité de l'occasion pour rencontrer beaucoup de citoyens. Plusieurs activités, on a des beaux événements, entre autres l'International de Montgolfière, 4 ministres du gouvernement ont pu y participer, les fêtes patrimoniales de l'Acadie, donc plusieurs activités à Saint-Blaise, la Huppéchette du maire. Donc, on a fait le tour du comté. Bon. On est en situation de gouvernement minoritaire. Il peut y avoir des élections à tout moment. Bon, il y a des fenêtres, là, peut-être décembre ou peut-être au printemps, au budget. Bref, on verra. Évidemment, c'est l'opposition qui va probablement en décider. Il y a eu un petit peu plus tôt, parce qu'on enregistre aujourd'hui, mardi le 10, donc plus tôt dans la journée, votre collègue Drainville faisait la présentation de la Charte des valeurs québécoises. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à votre collègue Marie Bouillet tantôt. On a-tu vraiment besoin de ça au Québec? Est-ce qu'il y a des problèmes à ce point qu'il faut se doter d'un outil comme la Charte des valeurs québécoises? Bien, moi, je crois qu'avec la réaction, tu sais, il faut se dire, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça vient de sortir, puis là, les gens, on va laisser le temps aux gens de lire attentivement le document en question, mais c'est un engagement électoral qu'on a pris. Puis avec tout l'encre qui a coulé dans les médias par le passé sur ce sujet-là et encore depuis les derniers jours, des dernières semaines, puis avec la réaction de la population, moi, je crois que oui. Quel est le bilan que vous tracez de cette première année à titre de député d'un gouvernement? Parce qu'auparavant, vous étiez dans l'opposition. Donc là, ça fait maintenant 1 an que le Parti québécois a été élu, gouvernement minoritaire, mais gouvernement quand même. Donc, quelle est la différence entre passer de l'opposition au gouvernement pour le député dans son travail de tous les jours? Ça a changé quoi? Bien, c'est sûr que en termes d'investissement ou de travaux qui ont débuté dans la circonscription, il n'y a pas une très grande différence parce j'avais obtenu beaucoup de projets à Saint-Jean par le passé. On n'a qu'à penser aux travaux à l'hôpital. Bon. Ceci dit, c'est la facilité ou la simplicité de rencontrer des ministres et de leur faire part de dossiers particuliers. Un exemple concret. Jardin communautaire. J'ai pu obtenir 5 000 $ pour implanter 2 jardins communautaires dans des HLM de la région ici, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture, le ministre des Affaires municipales. On a travaillé ensemble sur un projet. Et là, maintenant, bien, on va aller récolter les fruits et je dirais plutôt les légumes dans ce cas-là, avec les gens. Mais ça, c'est une aide concrète pour des gens qui on va briser l'isolement, améliorer leur alimentation, lutter contre la pauvreté chez des personnes âgées qui en ont besoin. Ça, c'est un dossier concret, comme ça, qu'on peut faire quand on est au gouvernement, c'est plus facile. À cause de l'accès aux ministres. Bien oui, exactement. Quand on est à l'Assemblée nationale, c'est mes collègues qui sont assis à côté de moi. Moi, à côté de moi, j'ai le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, gouvernance souverainiste. À côté, j'ai le ministre Drainville. J'ai le ministre de la Santé qui est à 2 pupitres de moi. Quand j'ai à y parler pour des dossiers, comme exemple, on a eu à travailler sur le dossier de l'hôpital pour s'assurer que ça se fasse, mais aussi le dossier des CHSLD, d'autres projets aussi en santé que nous avons. Donc, c'est plus facile. Puis c'est des collègues que je connais, que j'ai côtoyés dans l'opposition. C'est plus facile à faire cheminer des dossiers pour la circonscription. Quelle est pour vous la plus grande réalisation de cette dernière année dans le comté de Saint-Jean? Vraiment, là, on parlait tantôt d'un dossier là, de jardin communautaire, mais oui. Si on parle de grands enjeux, est-ce qu'il y a eu des trucs qui finalement se sont réglés dans la dernière année au bénéfice des électeurs du comté de Saint-Jean? Oui. Moi, je crois que c'est toute la question de l'éducation. On a réussi à obtenir 8 nouvelles classes à l'école aux 4 vents. Ça, l'annonce avait été faite juste avant l'élection. Mais là, on a réussi à ajouter un nouveau gymnase pour l'école aux 4 vents Saint-Luc et 5 nouvelles classes pour l'école Sainte-Jeanne, mais aussi 3 millions de $ pour restaurer 19 écoles de la circonscription, une nouvelle formation professionnelle à l'école, à la polyvalente Chanoine-Armaracico pour pâtisserie contemporaine. Et prochainement, on aura une annonce très bientôt pour une nouvelle formation dans la région. Et au Cégep, 50 000 $ pour le programme de gestion et exploitation d'entreprises agricoles qui va maintenant changer de nom. Le programme est renouvelé pour ajouter les technologies, parce qu'en agriculture, c'est important. Donc, toute la question de l'éducation qui était au cœur de la dernière élection, moi, je crois que c'est important. Puis un dossier qui est un dossier fétiche pour moi, qui est important, je pense, pour notre population, nous avons enfin obtenu l'argent pour l'étude de faisabilité pour le train de banlieue reliant
puis ça va sortir faire le quand, débat. ça, les chiffres? En fait, Bien, l'étude, là? l'étude va débuter à la fin 2013, début 2014, parce qu'il doit y avoir un comité, parce qu'en ce moment, l'étude de faisabilité, c'est le ministère des Transports, l'AMT et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est sûr qu'en ce moment, avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec la campagne électorale, c'est plus difficile, pas parce que l'administration en place, c'est pas ça que je dis, c'est juste que la nouvelle administration, comme c'est... Aura à se positionner sur... Donc, c'est important de s'assurer que la nouvelle administration soit dans le coup pour s'assurer qu'on ne soit pas obligé de recommencer l'étude après parce que la nouvelle administration va dire, bien, nous, on voudrait avoir des réponses sur ça, telle question qu'on n'a pas. Donc, on ne travaille pas en cabochon, là, on travaille... En même temps, vous parlez de train de banlieue. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore d'actualité dans la mesure où on aura éventuellement un futur pont Champlain, où on va souhaiter probablement amener du transport collectif là-dessus, peut-être via un SLR? Est-ce que ça vaut la peine de se pencher sur un train de banlieue, alors que peut-être que dans 5-10 ans d'ici, ça va être un peu dépassé parce qu'il y aura une autre technologie comme, je sais pas, un système léger sur rail qui finalement va faire le boulot puis qu'on aura juste à amener les gens à brossard, là. Bien, vous faites bien de poser la question parce qu'effectivement, le SLR, le train léger sur rail, qui serait sur le nouveau pont Champlain, c'est un excellent projet. Le problème, c'est que c'est pas avant 10 ans. C'est quand le nouveau pont Champlain sera construit. On va attendre encore 10 ans. Et pendant les travaux du pont Champlain, on fait quoi avec le trafic? On se tire à l'eau. Ça prend ça va être assez compliqué. Ça prend une tantôt, solution alternative. Ouais. Et souvent, les trains de banlieue ont été instaurés comme solution alternative et ils demeurent encore. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y avait un besoin. Bon, vous avez parlé de santé tantôt. Oui. On le sait, dans un comté comme Saint-Jean, les enjeux sont énormes. Tout à fait. Il y a eu évidemment différentes annonces là, au cours de la dernière décennie concernant l'hôpital du Richelieu qui, grosso modo, va pratiquement doubler de superficie. Les travaux commencent à être un petit peu plus visibles à l'arrière de l'hôpital, mais bon, on le sait, dans la première année, il y a des travaux électriques et tout ça. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous rassurer sur les échéances? Est-ce que tout ça est encore respecté? À quel moment vraiment les patients, les clients de l'hôpital vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux services et de ces nouvelles installations? Oui. Bien là, dans les travaux du lot 1 sont pratiquement terminés, si ce n'est pas déjà fait. Les travaux du lot 2, en ce moment, on attend une approbation du Conseil des ministres. Donc, ça devrait se faire dans une question de jours. Et pour procéder à l'appel d'offres, pour lancer les travaux que les gens appellent plus visibles. Disons ça, les pépines, les fameuses pépines que je demandais. Donc, on va les avoir. Donc, en ce moment, les échéanciers, il n'y a pas de retard significatif. On est là il y avait une marge là, de manœuvre. Donc, on est là-dedans. J'ai encore parlé en fin de semaine lors du défi Je bouge de la Fondation Santé. J'ai parlé avec la directrice générale, Mme Lessard. Je suis en contact fréquent avec le PDG de l'Agence de santé, M. Deschamps. Donc, puis avec le cabinet du ministre Hébert aussi, pour s'assurer que ce dossier-là, ça fonctionne bien, parce que c'est un dossier important. Puis je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Bon, d'ailleurs, j'ai appris entre les branches, pas plus tard que la semaine passée, par inadvertance, qu'une fois les travaux complétés, semble-t-il que l'hôpital sera maintenant détentrice d'un centre de la douleur, en fait un centre anti-douleur, comme il en existe à Montréal et à Québec. Donc, ça fait partie là, des nouveaux départements qui pourraient naître dans cet hôpital. Oui, il y a beaucoup de nouveaux projets parce qu'avec l'agrandissement, il faut savoir qu'on agrandit pratiquement, là, je pense que c'est environ 43, je pense que c'est, disons, environ 45 la superficie totale de l'hôpital. C'est quand même énorme. C'est sûr que l'urgence sera plus grande, ces choses-là, mais ça libère des espaces en ce moment qui étaient occupés, soit par les blocs opératoires, par les laboratoires ou les soins intensifs à l'hôpital. Donc, parce qu'on a grandi par là. Donc, il y aura des nouveaux projets sur la table, dont le centre mère-enfant, qui est un projet important aussi pour la circonscription. Donc, il y aura ce genre on pourra amener des nouveaux services de santé, pas juste du béton, mais des soins pour les gens. En parlant de béton et d'asphalte, bon, le boulevard Saint-Luc, là, c'est en train de se compléter. Là, je me demandais si tu allais me poser des questions sur le boulevard Saint-Luc, parce qu'on en parle tout le temps. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, il y a eu les inconvénients des travaux, mais ça, évidemment, on ne fait pas de la minute. Je pense qu'au final, les gens seront contents. Je pense qu'à notre prochaine entrevue, on sera quasiment rendu à l'étape de l'inauguration, puis on aura coupé le ruban. Là. Les travaux devraient terminer là, pour les fêtes. Donc, fin novembre. Encore quelques semaines, quelques mois de supplice additionnel. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler aux gens toute l'importance
d'être solidaire avec les commerçants Oui, tout à fait. du boulevard Saint-Luc et d'aller profiter de l'occasion les soirs ou les fins de semaine, d'aller encourager nos commerçants parce qu'ils en ont vraiment besoin. Il nous reste 30 secondes. Quel est pour vous le principal enjeu local pour l'automne qui vient? Un dossier que vous désirez pousser là, ardemment là, dans les prochaines semaines? Bien, comme je vous dis, la lutte à l'éducation, mais la lutte à l'alphabétisation, on va travailler avec la porte ouverte pour un chantier là-dessus. Donc, s'assurer que notre monde est tout en main pour avoir des emplois de qualité. M. Turcotte, merci. Bonne rentrée parlementaire. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu lance sa programmation automne 2013. Donc, si vous désirez connaître un peu toutes les activités, tout ça, allez sur le site Internet du Centre de femmes. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est encore une fois notre émission qui vous présente à chaque semaine des extraits du conseil municipal. Attention, la grille horaire de l'émission a légèrement changé par rapport à la dernière année. Il reste encore quelques conseils de ville, après quoi ça sera la campagne électorale. Télé Bingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est toujours en direct, le dimanche matin à 9h30. Il y a toujours une trentaine d'endroits dans la région pour vous procurer des livrets de bingo sur le territoire au Richelieu-Rouville. Attention, c'est la nouvelle adresse de la télé du Richelieu. Vous le constatez, on a nos nouveaux studios dans l'ancien Yellow, le bâtiment qui est à côté de la Banque Royale. C'est le 145 rue Richelieu. Le code postal est légèrement changé, mais pas le numéro de téléphone et tout le reste. Pour nous joindre, Éric Latour à commercial-tvhr9.com, le site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Et ériclatour.com a grosso modo la même grille horaire également, donc lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Mais le rappel, et non pas le samedi, mais maintenant le dimanche, entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Bye bye.